Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Encre et de Bulle, un épisode spécial review cette semaine où, comme la semaine dernière, je me retrouve avec Isoka Parker et Hadas. Comment ça va les gars? Ça va, salut tout le monde. Notre invité, j'ai oublié notre invité, le pauvre, il est en coulisses, attends, il est où? Il est là. Salut Mathieu. Bonjour. Salut Mathieu. Mathieu, vous avez vu la semaine dernière, donc auteur, scénariste de BD et comics français, mais aussi forcément gros amateur de comics. Je te laisse te présenter pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Et j'ai écrit 2 petits comics, un qui s'appelle Héritage, comme sur le t-shirt, et un qui s'appelle gauche et droite à chaque fois, et un qui s'appelle Retour aux Normandies, là, qui vient de sortir et qui avec une team all-star au niveau du dessin, de Charlie Adler à Joffo, en passant par Vastra, Jalowski, Erside, Casanovas pour la couverture. On va redonner la parole à Mathieu parce que du coup il est là pour parler comics, mais il est là aussi parce qu'il y a un gros projet qui s'est concrétisé et dont il va nous parler beaucoup mieux que nous. Alors, à savoir juste que normalement, si le géant de la distribution des loisirs m'avait livré à temps, j'aurais pu en parler avec Mathieu. Mais grâce à un impair d'un géant du commerce qu'on ne nommera pas qui s'appelle Amazon et d'un livreur qu'on ne nommera pas qui s'appelle UPS, mon tome s'est perdu dans les limbes de la distribution. Ouais, on va essayer de le récupérer. Oui, ça, effectivement, c'est un peu dommage. C'est même très dommage parce que c'est sorti... c'est sorti d'impression le 20 mars. Il y a eu, oui c'est ça, le 20. Le 23, il y a eu une présentation officielle au Havre, et c'est sur une bande dessinée qui s'appelle Retour aux Normandies. Et donc, il parle du Normandie, qui est un théâtre cinéma qui a été créé en 1934. Génial, des images. Voilà, et qui est un des rares bâtiments à ne pas avoir été détruit lors des bombardements pendant la guerre, mais qui a été abandonné dans le début des années 90. Donc tu vois l'image avant, c'est tel qu'il a été récupéré. Et donc c'est le père du co-scénariste, de mon co-scénariste qui s'appelle Jesse Speicher, qui, alors son papa avait racheté le Normandie parce qu'il était tombé amoureux de ce théâtre cinéma, et il voulait le retaper et il l'a pas pu. Et quand il est mort assez soudainement, en fait, son fils a décidé de poursuivre le rêve de son père et donc de refaire revivre le Normandie, ce qui n'était pas évident parce qu'il y avait un arrêté de péril qui avait été qui était contre le Normandie. En fait, il était dans un état pas possible et était devenu dangereux. Et donc Jesse, dans un premier temps, a fait lever l'arrêté de péril en reconsolidant tout, refaisant la façade. Là, c'est celle que tu vois qui est maintenant refaite. Il a tout refait, toiture, tout remis aux normes. Il y a eu un gros crowdfunding et puis il y a évidemment de sa poche. Enfin, il a passé, ça va faire 4 ans, je crois qu'il est dessus. Et là, il a réussi, il a rouvert le hall depuis novembre. Donc depuis quelques mois, le Normandie reçoit à nouveau du public, mais juste dans le hall, donc c'est une jauge de 99 places. Et là, il faut maintenant refaire toute la salle de concert pour ensuite y faire évidemment des concerts, du musical, des pièces de théâtre, des conventions, tout ce qu'on veut. Voilà. Et donc le projet de la bande dessinée à la base était pour lever des fonds pour aider à la reconstruction du Normandie. Et il y a pas mal d'amis dessinateurs qui ont bien voulu participer. Là, je vois qu'il y a une page, la première page, elle est de Joffo. C'est Charlie Adler là, sur la page qu'on voit à gauche, Jalowski qui a repris les crayons exprès pour cet album. Il était notamment alors en français on avait c'était Prédateur Nocturne, ça s'appelait le recueil. C'était des épisodes de Legend of the Dark Knight et de Batgirl qui avaient été regroupés. C'était des épisodes qu'il avait dessinés, et donc ils avaient sorti ça sous le titre de Prédateur Nocturne, Batman Prédateur Nocturne, que j'avais traduit. D'ailleurs, je dois l'avoir quelque part par là. Il faudrait que je le retrouve en même temps qu'on parle. Bon, ça va être compliqué. Et donc voilà. Et donc l'histoire, en fait, c'est de revisiter
toute l'histoire de Normandie depuis sa création en 1934 jusqu'à son futur en 2025, et à travers une aventure de trois personnages qui vont traverser les différentes époques, les différents temps. Il y a un peu le même concept que, alors là, il faut être vieux pour connaître, que la série Code Quantum, ce qui fait que bravo. voilà, bravo. Les personnages changent de corps en même temps qu'ils changent d'époque, ce qui permet de raconter pas mal de choses, mais aussi ça permettait de changer de dessinateur avec chaque époque. Donc on a les dessinateurs dont tu nous as montré des exemples, mais on a aussi évidemment des dessinateurs à vrai, et comme Boris Miroir, Joël Jurion, François Roussel et Sébastien Bastra, et puis donc les copains que j'ai mentionnés et qui ont bien voulu participer. La couverture est de José Maria Casanovas, qui est notamment un cover artiste chez Marvel, qui a fait beaucoup de couvertures sur Amazing Spider-Man et les variantes, et sur les Edge of the Spider-Verse. Il y a un côté peint qui est absolument sublime. Elles sont magnifiques, ces couvertures, et aussi sur Star Wars. Dark Droids, il me semble, et une autre dont j'ai oublié le nom. Il a fait énormément de couvertures pour Marvel. Il avait commencé, il me semble que c'était sur les titres Annihilation, c'était Nova, Khazar, il y avait plusieurs titres comme ça. Et il faudra que je vous ressorte les couves. Elles sont absolument magnifiques. Il nous a fait l'amitié d'y participer. Il y a Trevor Hairsine aussi, donc le dessinateur de DCeased, qui participe. Il y a un petit passage avec le concert de Motorhead. Voilà, donc ça a donné un album assez hétéroclite, mais finalement très, très cohérent, et qui est pour la bonne cause, et qui fonctionne plutôt pas mal du tout en tant qu'histoire, d'après les retours qu'on a eu. Donc ça, c'est plutôt bien. Que dire d'autre? Il y a dans le bouquin, il y a aussi toute une partie après l'histoire qui est plus côté documentaire. Attendez, je l'ai là, je vais vous le montrer, c'est plus simple. Qui vous montre le Normandie, donc comme il était, et comment il sera, et aussi tous les artistes qui ont participé, qui sont passés aux Normandie. Ça c'est super intéressant, c'est parce que en plus du Normandie, on voit d'autres bâtiments qui ont été un peu oubliés du Havre, et donc nos personnages vont les visiter, et on explique pourquoi ils sont devenus comme ça aussi à travers. Enfin, disons que on s'est basé sur des événements réels, mais en les expliquant de manière un peu détournée, et en les fictionnalisant. Et bref, et ensuite on a des bonus là-dedans où on explique comment fonctionnaient ces différentes choses. Notamment, il y a quelque chose de particulièrement intéressant qui a été malheureusement complètement abandonné, qui s'appelle l'escalier roulant, qui était un des premiers escalators, et qui a la particularité aussi d'être le seul de son type. C'est-à-dire que ça n'a jamais été refait depuis, ce qui est assez curieux. Et c'était un escalator dont les marches se retournaient une fois arrivé en haut, pour pouvoir servir pour la redescente. C'est-à-dire que au lieu d'avoir deux escalators côte à côte, un qui descend et un qui monte, et ben là c'était le même escalator, et il y avait des personnes au-dessus et des personnes en dessous qui repartaient. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été refait. Voilà, donc on apprend pas mal de choses comme ça. Il y a des, enfin, il faudra le découvrir, mais il y a vraiment beaucoup d'éléments à la fois historiques, des choses qui sont spécifiques au Havre, et puis il y a cette histoire de voyage dans le temps, et qui m'a permis aussi de mettre pas mal de petits clins d'œil à tous les films de voyage dans le temps qu'on aime bien, ou même de voyage. Donc ça va de Last Action Hero à Terminator, en passant évidemment par Retour vers le futur, Code Quantum, et etc. Il y a beaucoup de choses, et je pense que normalement ça, voilà, je ne vais pas en dire plus pour ne pas dévoiler, mais ça devrait plaire à pas mal de gens. Je pensais qu'au début, en l'écrivant, je pensais vraiment que ça allait plaire vraiment à un public du Havre, et vraiment quelque chose de très régional. Et là, les premiers retours qu'on a eus, notamment avec la Comic-Con, fait que finalement, il n'y a pas besoin d'être à vrai pour apprécier cette aventure. Oh, mais de toute façon, alors, je l'ai pas lu, malheureusement. J'aurais beaucoup aimé pouvoir au-delà des délais de livraison ou quoi, hein, c'est autre chose. Mais j'aurais beaucoup aimé le lire, parce que on en a parlé déjà dans l'émission de Deviant Prod il y a 10 jours, je crois.
alors peut-être 2 semaines au moment où on écoutera l'émission. Et ça m'avait beaucoup intrigué, c'est pour ça que je l'ai pris quasiment tout de suite après l'émission. Merci. Et, tu seras voilà. le dernier servi, quoi. T'as été le premier à le commander, tu seras le dernier à l'avoir. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pour l'avoir pour la Paris Fan Festival où tu seras présent et le faire dédicacer à ce moment-là. Avec grand plaisir. Et voilà, le fait d'avoir un côté SF, des références cinéma, une partie culturelle aussi, parce que c'est pas que de la BD, c'est pas que du ludique. Enfin, de ce que tu en dis, t'as essayé de retracer un peu l'histoire du monument et l'histoire de France, enfin l'histoire du Havre du moins, sur cette BD. Donc t'as quand même un gros travail qui a été fait par toi et par Jesse, j'ai oublié le nom, excuse-moi. Ouais. Jesse Spaigia qui travaille donc dans le bâtiment et qui, pour l'anecdote, en fait, est vraiment fan de comics et de culture pop, on va dire, à tel point qu'en fait, il a commencé dans le bâtiment, il a fait une pause où il a monté une boîte, un magasin de BD et de jouets sur Paris qui s'appelait Toy Star. C'est un super magasin. Et la boîte a ensuite coulé, donc il est reparti dans le bâtiment pour aider son père. Son père est mort juste après, donc voilà, il a continué son rêve, mais c'est vraiment quelqu'un de passionné et qui, dans tout ce qu'il fait, c'est vrai que de revenir à la BD d'une certaine façon, c'était assez chouette, parce que son magasin Toy Star, enfin, pour ceux qui l'ont connu, ils en gardent un très très bon souvenir, que ce soit les clients ou tous les artistes qui y sont passés, parce qu'il a fait venir beaucoup de monde, à la fois des dessinateurs, mais comme il était friand de pop culture, il a fait venir des maquilleurs d'effets spéciaux, évidemment j'ai plus les noms, mais le maquilleur des films de Romero, ça me reviendra, qui joue dans Une nuit en enfer, c'est celui qui a le pistolet au niveau du sexe. Oui, ok. Voilà, il a fait venir aussi Robert Englund, évidemment, du Star Wars à foison, de Dave Prose, Anthony Daniels, Jerry Pollock, enfin, énormément de gens. Et c'est à chaque fois des événements assez dingues. Et puis, au-delà du projet personnel et de l'affect qu'il y a pour Jesse au lieu, enfin, pour les Havrais, j'imagine que c'est une pépite que ce cinéma sorte de sa torpeur, parce que là, quand on voit la comparaison de ce que c'était avant travaux et après travaux, enfin, j'imagine les années de boulot qu'il a fallu, l'investissement de malade qu'il a fallu. Enfin, c'est pas du petit œuvre, quoi. C'était un travail de fou parce que il était vraiment, enfin, c'était devenu une ruine. Il a été abandonné dans les années 90, début des années 90. Il y avait des infiltrations partout, enfin, il n'y avait plus rien qui allait. Et donc, il a tout retapé. Il a fait en sorte que le bâtiment reste. Et après, ce qui est super compliqué, surtout dans sa rénovation, c'est que pour pouvoir le réouvrir, parce que c'est l'idée, c'est de pouvoir le réouvrir et que le théâtre revive à nouveau et donc fasse vivre le quartier, parce que le quartier est assez moribond aussi. Donc le Normandie va redonner une belle impulsion. Ce qui a été très très compliqué, c'est que évidemment les normes actuelles ne sont pas du tout les normes qu'il y avait en 34. Et, sans blague. Donc, ça devait être une tannée, ça. C'est hyper compliqué pour tout insonoriser, faire passer les sorties de secours qui n'avaient pas besoin avant. Enfin, il y a énormément de choses. Et notamment, ce qu'il a fait, c'est que si on voulait être aux normes, il faut évidemment un accès pour les handicapés. Et il aurait fallu abîmer, entre guillemets, la façade pour faire un ascenseur, ce qui est normal maintenant. Et il ne voulait pas du tout toucher à la façade. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté le petit local que tu vois à droite sur la photo, enfin, sur les photos, et qui va servir d'entrée modernisée du Normandie, où il pourra justement faire un accès handicapé, les fameuses sorties de secours, enfin tout ce qu'il faut, et pour ne pas du tout toucher à la façade et que la façade soit telle qu'elle était en 1934. Donc c'est un vrai boulot de passionné. Ouais, en effet. Et d'où la volonté de cette BD pour pouvoir l'aider aussi un peu financièrement au final. C'est pas, alors toi, c'est aussi ton métier d'être scénariste bien sûr, mais il y a aussi la volonté d'aider le copain au final. Ah mais complètement. On a fait ça bénévolement. Charlie Adler a offert ses pages. D'ailleurs, les pages de Charlie Adler c'est lui-même qui les a colorisées. Il est très fort en couleur, vous verrez.
Donc l'idée, oui, c'était essayer de récupérer quelques fonds pour aider aux travaux. Après, c'est des sommes colossales qu'il faut, donc c'est sûr que la BD ne va pas combler ce trou-là, mais la BD peut aider à trouver des mécènes, dans le sens où plus la BD sera diffusée, plus les gens connaîtront le Normandie et auront envie peut-être de le soutenir. C'est surtout dans cette idée-là. Petit appel à First Print, par exemple, s'ils peuvent t'inviter pour en parler, ça pourrait être bien. Ils ont une plus large audience que nous, pour le coup. Et tous les médias sont bons. Là, j'ai vu Arnaud Kikou de Comics Blog qui aujourd'hui... Et de First Print. Et de First Print, qui m'a dit ça l'intéressait, il avait envie d'en parler, donc il faut que je lui envoie les infos, donc on va s'occuper de ça. Et puis il y a eu... Cool. Au jour où on enregistre, à 21h, il y avait une zone interdite sur M6 qui parlait justement du Normandie et du travail de Jesse pour faire revivre le Normandie. Donc on espère que ça aussi, ça va aider. Donc on pourra dire que la BD aussi on pourra mettre le stickers vu à la télé. on voit la bande dessinée. Et par le dessinateur de Walking Dead. Tu demanderas à Delcourt les stickers. Non, vous auriez pu faire une couverture, ça ressemble un peu plus à Walking Dead quand même. Non, je rigole. Hein. Je rigole, c'est par rapport à ce qu'Adas avait dit à juste titre, parce que Delcourt avait sorti Dan the Mole, une série de Simon Spurrier et de Charlie Adlard, justement. Et effectivement, pour vendre la série, ils ont mis un zoom sur le personnage d'Adlard et on avait l'impression que c'était un spin-off de Walking Dead plus qu'une série sur la démonologie, quoi. C'était plus ouais, ça. Oui, ça vient de sortir. D'ailleurs, j'ai pas vu la couverture qui sont faits. Ouais, on a beaucoup aimé d'ailleurs. Et j'avais 2-3 questions pour toi, Mathieu. En tant que scénariste, toi, est-ce que tu as réfléchi à comment je vais pouvoir insérer ces différents dessinateurs de manière organique? Et c'est comme ça que t'es venu cette idée de Sliders, Code Quantum, Retour à le futur? Ou alors tu l'avais déjà cette idée et puis après tu t'es dit on va voir comment je dispatche mes dessinateurs? On savait déjà qu'on aurait l'aide de pas mal de copains. On voulait faire travailler des dessinateurs à vrai, sauf qu'on n'en avait pas assez pour l'album. Et donc, de toute façon, le fait qu'il y ait plusieurs dessinateurs était déjà prévu. Il y a eu l'idée éventuellement de faire une anthologie avec plein de petites histoires, mais ça me plaisait pas trop. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé à cette histoire de saut dans le temps et de changer de corps pour ne pas gêner le lecteur. Qu'il essaye pas de trouver des ressemblances entre les personnages, puisque je voulais pas contraindre non plus les dessinateurs et je voulais pas qu'ils essayent de faire ressembler les personnages d'une page à l'autre, enfin d'une période à l'autre, donc les laisser un peu libres. Et en fait aussi en termes de dramaturgie, ça rajoutait des choses intéressantes, parce que c'est 3 ados et à un moment ils se retrouvent dans des corps de très vieux, ensuite dans des corps de vraiment d'enfants, et donc c'est assez rigolo de ce que ça allait créer. Il y a une course-poursuite avec le méchant qu'on voit là sur la couverture, mais qui lui aussi va changer de. Alors justement, c'était ma deuxième question, qui me fait penser à Bison dans Street Fighter. Est-ce que c'est un peu volontaire? Tu me l'ôtes de la bouche. Tu me l'ôtes complètement de la bouche, quoi. Eh ben, pas du tout. J'avais une demande très précise avec José Maria, donc le dessinateur. Mais vu qu'il a, comme Charlie, ils ont le même âge, ils ont 57, je pense que Street Fighter, c'est pas du tout leur cam. Ça a 30 ans quand même, hein. Ça a plus de 30 ans, Street Fighter, hein. Ouais, t'as raison, c'est sorti sur Super Nintendo, donc c'est ça, hein, 91, 92, 93. Ça veut dire qu'ils avaient 27 ans à l'époque. Ouais, c'est possible. Sur les consoles de jeu. Non, mais après, on en parlait, des fois, on a des influences qui sont inconscientes aussi. C'est possible, non, je crois pas. Là, l'idée, c'était de faire vraiment une silhouette la plus flippante possible. Non, mais ça marche bien. Il y a un côté dictateur. De toute façon, Bison, c'est de dictateur en anglais, etc. Il y a vraiment un côté dictateur. En fait, j'aurais dit soit Bison, soit Cell, tu vois. Soit Cell avec la planète au creux de la main, un truc comme ça. Enfin, une espèce de vision comme ça. Mais après, c'est assez classique dans la représentation du méchant aussi. Hein. Une ombre menace en fond. Il a trouvé hyper efficace. Ouais, c'est un cover artiste de génie. Voilà. Maria, on a un projet ensemble qu'on a commencé à faire il y a 2 ans, et il a fait 22 pages, mais il n'arrête pas de les repeaufiner. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête, parce qu'en fait 2 semaines par page, ça va pas être jouable s'il veut que ce soit rentable pour lui. mais il s'en fout, il peaufine. Donc ça, quand ça sortira, je peux vous dire que ça va claquer. C'est juste moi, j'arrête pas de lui dire il faut qu'il se calme, parce que
j'arriverai jamais à avoir un scénario qui soit à la hauteur de ses dessins. Mais en tout cas, c'est un plaisir de bosser avec. Il a énormément de talent et enfin, sur la composition, c'est vraiment chouette. Et en couleur. Le haut de la cover, la luminosité, les contrastes avec les nuages, le mouvement qu'il y a vers la main, où tu as l'impression que c'est la continuité du nuage, c'est superbe. Enfin, il y a beaucoup à dire sur l'illustration. C'est une très très belle cover. Jessie m'a demandé est-ce qu'il faudrait une couverture qui claque. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut faire une couverture qui claque? J'ai dit, bouge pas. Je devrais avoir ça dans mon répertoire. Ah non, la composition et même le dégradé de couleurs, le choix de cette quasi bichromie au final, ça rend, enfin, elle est vraiment incroyable. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis on a la chance d'avoir des dessinateurs. Quand même, la page de Trevor Hairsine qui fait le concert de Motorhead qui a vraiment eu lieu. Je le retrouve. Il y a plein de pages super qu'il faudrait que je vous montre. Hop, il s'est bien pris la tête. Hop. Ouf. Oh, c'est beau. Ouais, et puis il y a une bonne pub pour une boisson qu'elle est bien aussi en haut de la page. De ce côté-là, c'est Matteo Lolli, c'est un dessinateur italien. Mais là, ça c'est. Ah oui, on connaît Matteo Lolli. Je crois qu'il a travaillé chez Marvel ou chez les X-Men, ça dit quelque chose. Il a fait je sais pas, il est assez jeune. Je l'ai trouvé vraiment pas par hasard, mais en cherchant, c'est un des dessinateurs du Havre n'était plus disponible, et donc il fallait trouver quelqu'un en speed, et je sais plus comment je l'ai trouvé. Je crois via Instagram ou Twitter. Et on a tout de suite, super bien entendu, et il faut que je rebosse avec. Et non, enfin, il y a plein de gens de plein de bonne volonté et surtout beaucoup de talent. Geoffroy a fait un boulot terrible. J'imagine que vous connaissez Geoffroy. Il a bossé notamment sur. Il s'est fait connaître avec une série chez Image qui s'appelle Burnout, qui va probablement être adaptée en film ou en série dans pas longtemps. Il a fait. C'était Gotham Future State. Il a fait Miles Morales Spider-Man. Enfin, il est excessivement fort en découpage et en narration. C'est d'une fluidité. C'est très très fort. Il a beaucoup bossé dans le webtoon aussi, je sais plus comment ça s'appelle, quand ça se lit sur internet, sur téléphone et que ça. C'est ça, par exemple. Je ne trouve pas les infos, mais il me semble que Matteo Lolli avait fait du Marauders avec Jerry. Ouais, il a fait la deuxième série Marauders, j'ai vérifié vite fait, puis il a fait un petit peu d'Elfer Gala, Red Carpet, Edition. Il s'en est pas du tout vanté, mais tout à son honneur. Et d'un point de vue logistique, il y a du beau monde. Et justement, d'un point de vue logistique, c'est pas trop compliqué à réunir tout ce monde, à réussir à faire que les scripts s'adaptent, enfin tes scripts soient bien dessinés et que s'adaptent les uns avec les autres. Parce que j'imagine que c'est un travail de titan et de tout superviser derrière. Jessie a fait un sacré boulot aussi de supervision quand moi je pouvais pas. Curieusement, ça a été plus compliqué avec les auteurs de franco-belge qu'avec les auteurs de comics. Les auteurs de comics ont plus l'habitude de bosser en équipe et à respecter un découpage très précis. Et je savais pas, j'étais pas sûr. Donc par exemple, Charlie Adler, je lui ai dit, ou même Trevor, ou Geoffroy, même si Geoffroy il a clairement pas besoin de moi. Et je leur avais dit, mais est-ce que vous voulez que je vous laisse libre? Je vous fais juste les dialogues et ce qui se passe, et vous découpez comme vous voulez. Ils m'ont dit, non, tu nous décris vraiment chaque case. Ça c'est un truc que j'aime faire. Donc ça m'allait très bien. Mais donc ça, ils ont l'habitude, ils le respectent à la virgule près. Alors que quand je le faisais avec la plupart des auteurs de franco-belge, qui eux ont l'habitude peut-être d'écrire aussi, ils ont changé pas mal de choses parce qu'ils pensaient que visuellement ça marchait mieux, sauf que ça a été très compliqué. J'ai dû réadapter des choses de dialogue et même d'histoire pour que ça fonctionne, parce que le problème c'est qu'ils faisaient qu'une petite partie et il fallait que ça enchaîne avec la partie suivante d'un autre dessinateur. Donc ça, parfois c'était un petit peu un casse-tête quand il me changeait un ordre de case en se disant de toute façon c'est pas grave, ça fonctionne très bien. En fait ça fonctionnait pas avec la case suivante. Donc parfois j'ai pu le faire changer, et parfois, comme il n'y avait pas le temps, j'ai réadapté
pour que ça fonctionne. Et au final, ça fonctionne. Mais ouais, c'était un petit casse-tête. C'est super intéressant ce que tu dis, je trouve, parce que par rapport à une émission dont on avait parlé il y a quelques semaines, on disait aussi les différences notamment entre le comics, la franco-belge. Et on a l'impression quand même que dans le comics, ils sont plus formés à exécuter. C'est un petit peu des exécutants, parfois. Et par opposition à, on va dire, un artiste plus... avec moins de contraintes éditoriales. Alors c'est en caricaturant un petit peu, mais effectivement, le fait qu'il y ait des deadlines imposés par une industrie qui fonctionne, et avec des scripts qu'on donne plus ou moins dans le détail, parce que je crois que Stan Lee donnait beaucoup moins de détails que d'autres scénaristes, par exemple. Et effectivement, contrairement à la franco-belge, où là, c'est un peu son bébé à soi, qu'on met du temps à sortir, parfois tout seul, et il faut attendre plusieurs années entre chaque tome, je trouve que ton témoignage, il est vraiment super intéressant, Mathieu. Il y a de ça, et puis le côté, c'est pas que le côté exécutant, c'est qu'en fait, ils ont conscience qu'il y a quelqu'un, il y en a un qui fait le dessin, l'autre l'ancrage, bon là, il se trouve qu'ils ont fait le dessin et l'ancrage, mais ils savent qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose derrière, donc il faut pas non plus qu'ils les plantent. Et alors que en franco-belge, effectivement, comme tu dis, il va contrôler du début à la fin, donc à moins d'être schizophrène, il va pas s'auto-planter. Il sait comment lui il va aller, mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un derrière toi, c'est un peu comme dans le ciné. Je veux dire, donc tu tournes des images, tu penses à ce que va faire le monteur derrière parce qu'il va récupérer tes images et il va les monter d'une certaine façon. Donc disons qu'on va dire qu'ils ont, je voudrais pas critiquer une méthode plus qu'une autre, mais je pense qu'ils ont plus un côté esprit d'équipe, ceux qui font le comics, parce qu'effectivement, à cause des deadlines, ils font pas tout, et donc ils ont besoin de laisser aussi les autres travailler et que tout puisse s'adapter. C'était un petit casse-tête, et c'était aussi un casse-tête parce qu'on voulait que ça sorte à peu près au même moment que l'émission là sur M6, Zone Interdite, qui allait parler du Normandie. Et je trouve que ça s'est super bien calé parce que c'est sorti juste une semaine avant. Mais donc ça a été très très rapide. J'ai terminé le scénario tout début août. Et les bouquins ont commencé à être livrés, enfin sauf à Mindphobia, mais les bouquins ont été livrés en tout cas là, au Normandie le 20 mars. Donc ça allait très très vite. Alors ce qui est bien, c'est comme il y avait plusieurs dessinateurs, évidemment chacun bossait dans son coin, donc c'est pas comme si il faut un an pour faire toutes les pages, mais ça demandait un travail de coordination, et pour le coup il y a des moments où moi je pouvais pas m'en occuper. C'est Jessie qui a beaucoup supervisé. En tout cas, de ce que j'en vois, je te redirai ça dans 3 semaines à Porte de Versailles, au Parc des Expos, pardon. Vous pouvez être fier a priori de votre bébé, parce que j'ai vu d'autres planches que j'ai pas mis qui sont plus franco-belges et qui rappelleront beaucoup de choses à ceux qui ont grandi avec des BD plus traditionnels, type Dupuis d'Argot. Mais il y a une patte graphique propre à chaque page. Ça a l'air d'être assez fun, assez déjanté, et j'ai hâte de l'avoir entre les mains pour le lire. J'espère bientôt, mais on va s'arranger avec Amazon. Je passerai peu déposer sinon, parce que c'est pas possible. Oui, ça on verra. Et puis Isoka t'en parlera certainement aussi. Enfin, t'auras des retours de toute façon. Mais ça me tente bien aussi, pour le coup, le côté voyage dans le temps, référence, ciné, que le projet global est vraiment chouette. Merci beaucoup. Oui, voilà, et c'est aussi pour ça, parce qu'on en avait parlé avec Isoka en off, c'est aussi pour ça que là on a voulu t'inviter, parce que inviter un auteur pour qu'il fasse son auto-promo, c'est pas forcément le but de l'émission, mais là le projet derrière est tellement louable et... Profites-en, c'est ton moment. Mais non, le projet c'est une belle initiative. Le Havre a besoin aussi de briller un petit peu parmi tout ce béton. Donc non, c'est chapeau à vous tous. Enfin à vous deux et à tous ceux qu'on l'a derrière. Eh ben, je transmettrai à tout le monde. Ça va me prendre un peu de temps parce que il y a une bonne quinzaine de mails, mais ce sera avec plaisir. Ça en fera plaisir.